Bonjour, Denis Mukwege. Vous êtes notre invité exceptionnel sur TV5 Monde, prix Nobel de la paix 2018. Vous êtes le 8e Africain à avoir reçu ce prix, après des personnalités comme Nelson Mandela. Vous incarnez un espoir pour l'Afrique et au-delà, pour le monde, parce que vous, le médecin, vous, l'homme qui répare les femmes, vous, l'homme qui avait dénoncé ce corps des femmes utilisé comme butin de guerre, vous dites aujourd'hui, il faut que la communauté internationale se rende compte de la situation qui continue encore. Absolument. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire par rapport à la situation des femmes victimes de violences sexuelles dans tous les pays en conflit. Oui, vous dites, ça n'est pas seulement un problème africain, c'est un problème planétaire. Absolument. Nous venons d'un forum au Luxembourg et c'était très impressionnant. On avait les femmes qui viennent de tous les continents, y compris l'Europe. Oui. Qu'est-ce qui se passe, docteur Mukwege? Qu'est-ce qui fait que la communauté internationale, qui pourtant vous a attribué ce prix Nobel de la paix, ne réagit pas davantage? Aujourd'hui, c'est vraiment une grande question que nous nous posons, puisque quand on voit les drames et les conséquences de violences sexuelles dans nos sociétés, je crois que nous devons faire plus. La lutte contre l'impunité est une situation qui devient intolérable. Lorsque vous parlez avec les victimes, nous arrivons à les soigner médicalement et nous avons nos limites, mais elles comprennent très bien que nous faisons ce que nous pouvons faire. Mais quand il s'agit de la justice, là, il y a un gros problème où toutes les victimes nous demandent de plaider pour que la communauté internationale prenne en compte cette question d'impunité. Oui, on va voir les images. Le 10 décembre dernier, vous recevez donc à Oslo le prix Nobel de la paix. C'est un moment extrêmement fort, c'est un moment extrêmement puissant et c'est un instant où vous allez prononcer des mots qui vont déranger, qui étaient faits pour déranger finalement, où vous dites il y a des crimes qui sont impunis, il y a des criminels qui sont même à la tête des États et qui ne font rien. Absolument, je crois que c'est la vérité. Je pense qu'il faut dire cette vérité. Il faut que le monde se mobilise, parce que c'est une honte que nous soyons dirigés par des criminels, des hommes qui ne respectent pas la femme, qui ne respectent pas la matrice de notre humanité. Je crois que nous mobiliser, c'est un devoir. Oui, quand vous dites des criminels qui nous dirigent, vous pensez même en RDC ? Absolument. Je pense que il n'est secret pour personne ce qui se passe en République démocratique du Congo, où les promotions sont données aux gens qui ont commis des crimes. C'est connu, des gens qui ont commis des crimes qui sont promis. Et ça, je pense que c'est inacceptable. Et ce n'est pas seulement en RDC. Oui, ils sont aujourd'hui à la tête des États, donc il n'y a pas évidemment de justice possible. Et sans justice, dites-vous, il ne pourra rien arriver. Absolument, puisque vous savez, en fait, le concept de viol comme arme de guerre, j'ai l'impression que ce concept a évolué trop vite et que finalement la justice vient un tout petit peu en retard par rapport à ces concepts où à la fin des conflits armés, il y a un vainqueur. Et le vainqueur, s'il a utilisé le viol comme arme de guerre, malheureusement, la justice domestique ou nationale devient en fait la justice du vainqueur. Et à ce moment-là, ce crime, qui est un crime contre l'humanité, reste impuni puisque tout simplement, en fait, on nous brandit la souveraineté nationale, mais je pense que par rapport au crime contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide, nous devons aller plus loin que la souveraineté. Ça nous concerne tous comme des personnes qui partagent la même humanité. Aujourd'hui, je crois qu'il faut faire plus. Oui, vous avez dit dans votre discours à Oslo, vous avez dit « Je viens d'un peuple humilié, je viens d'un peuple où on utilise le corps des femmes comme un champ de guerre, où on humilie finalement le peuple avec tous les dommages collatéraux ». Absolument. Je crois que lorsque vous voyez la manière d'utiliser le viol comme arme de guerre, c'est pour humilier, c'est pour
déshumanisé. C'est une arme. Le viol devient tout simplement un rapport de force pour en fait prouver à l'autre que on peut faire de cette personne ce qu'on veut. Et je crois que ça c'est inacceptable. J'ai rencontré des victimes dans des endroits où aujourd'hui les commandants de leur village sont ceux-là même qui les ont violés, qui les ont humiliés, et les regarder dans les yeux, ils ont tout simplement ce sentiment de ne plus exister comme être humain. Oui. Et ça, je crois que c'est inacceptable. Oui, oui, vous avez dit, il faut évidemment aider ces victimes, il faut que la communauté internationale pallie finalement les carences des États qui ne font rien pour elles. Il faut créer un fonds d'aide. Dans le processus de guérison, en fait, nous prenons ces victimes en charge sur le plan médical. Aujourd'hui, nous avons développé ce modèle holistique qui a 4 piliers: le pilier médical, le pilier psychologique et socio-économique et le pilier légal. Et je pense que pour ce pilier légal qui permet en fait aux femmes de recouvrer leur dignité, il y a encore beaucoup de lacunes. Il y a tous les problèmes liés à l'administration de la preuve, mais il y a également les problèmes liés à la réparation. Lorsque les femmes ont la capacité d'affronter la justice qui est une seconde humiliation pour elles, puisque parfois elles subissent des interrogatoires qu'elles n'arrivent pas à supporter, mais elles ont le courage de les faire. Oui. Si à la fin de ces processus éprouvants, elles n'ont pas la capacité d'avoir une réparation, je crois que quelque part, nous, la société, nous avons cette obligation donc de pouvoir faire cette réparation, et cette réparation nécessite qu'il y ait un fonds de réparation, un fonds global pour ne pas discriminer les femmes qui viennent peut-être des pays où les responsables voudraient bien faire cette réparation, mais n'ont pas la possibilité de le faire. Et en fait, il y a d'autres pays où, tout simplement, les autorités ne veulent pas reconnaître, ils sont dans les dénis et ils ne veulent pas faire cette réparation. Dans les 2 cas, si on a un fonds de réparation global que les pays ne veulent pas, ces fonds peuvent être mis à la disposition de ces victimes, ou lorsque le pays ne paie pas, ces fonds également peuvent servir. Comme ça, toutes les femmes à travers le monde auront le même droit à la réparation. Cette réparation peut être individuelle, peut être collective. La réparation peut être symbolique, pas forcément toujours une compensation financière, mais il faut absolument la mettre en place, puisque la guérison, c'est un processus, et la réparation fait partie de ces processus de guérison. Oui, oui, parce que vous avez dit, il faut transformer cette souffrance en force. Et vous avez cité l'exemple de Sarah, cette jeune femme dont toute la famille avait été assassinée, qui a été l'objet d'un viol collectif plusieurs jours d'affilée, qui est arrivée à l'hôpital de Panzi ne tenant plus sur ses jambes, et qui aujourd'hui est peut-être enfin libre. Je crois que c'est ça, en fait, toute la magie qui est dans les femmes. Je trouve que ces femmes sont formidables, et elles nous apprennent tous les jours cette capacité de résilience, cette capacité d'aimer malgré les adversités par lesquelles elles passent, et cette capacité, en fait, de lutter non seulement pour leurs droits, mais les droits de leurs enfants, les droits de leur communauté, et de pouvoir pousser les autres victimes à aller de l'avant, devenir même les actrices de changement de leur communauté. Et je pense que ça, c'est tout à fait impressionnant. Pour moi, je trouve que j'apprends tous les jours. Vous avez dénoncé cette sorte de masculinité agressive. Vous dites au fond, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes qui est l'enjeu derrière tout ça. Absolument. Je crois qu'à partir du moment où les hommes ne considèrent pas les femmes comme étant égales aux hommes,
les hommes ont le sentiment parfois que les femmes ne sont que des objets, et donc leur corps devient une propriété, devient le champ des batailles, où les expressions de pouvoir vont jouer, où on les déshumanise, les humilie. Et je pense que cette masculinité, elle est tout à fait toxique. Et cette masculinité, nous l'apprenons. Nous l'apprenons dès les berceaux. Et je crois qu'il faut changer le paradigme et vraiment déconstruire la masculinité toxique pour une masculinité positive qui considère la femme comme étant égale à l'homme. Oui, et derrière cela, évidemment, il y a la guerre qui a frappé votre pays, l'RDC, c'est 6 millions de morts, 4 millions de déplacés. Ce sont des violations des droits humains fondamentaux, permanentes, que vous avez toujours dénoncées et qui continuent aujourd'hui. Malheureusement, je dois dire, je crois que j'ai eu à le répéter, on ne peut pas en fait construire la paix sans justice. L'exemple de la République démocratique du Congo est parlant. Lorsque vous essayez de sacrifier la justice sur l'autel de la paix, on voit en République démocratique du Congo, aujourd'hui, on n'a ni paix ni justice, tout simplement puisque je crois que la justice aide au moins à construire la paix durable. Et je suis désolé, tant qu'on gardera dans les tiroirs un rapport bien documenté des Nations Unies, fait par des experts qui connaissent bien la région, qui ont suivi les événements, qui ont interrogé les personnes, les témoins, et que ces rapports ne soient pas exploités. Malheureusement, les auteurs des crimes continuent à courir et ils continuent à commettre ces crimes. Oui. Quand je revenais, il y a juste une semaine que j'ai quitté la République démocratique du Congo, je continue à recevoir des bébés et ça, je trouve que c'est choquant. C'est choquant, pas seulement pour moi, mais ça doit choquer notre conscience que les enfants qui ont droit à une protection, quel que soit leur milieu, quelles que soient leurs origines, que les enfants soient soumis à ces atrocités, c'est inacceptable. Et je pense qu'on n'a pas encore fait assez pour protéger ces enfants. Oui, vous dites quoi au nouveau président de RDC, M. Félix Tshisekedi? Vous lui dites quoi aujourd'hui? Vous lui dites d'ouvrir ce rapport? Vous lui dites d'écouter le peuple? S'il écoute le peuple demande que justice soit faite. Je pense que c'est son devoir de pouvoir demander à ce que le Conseil de sécurité autorise à ce que ces rapports soient exploités par des instances, des juridictions qui ont la compétence par rapport à ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Ça ne peut pas continuer à rester dans les tiroirs. Mais la perspective d'un accord de gouvernement avec des pro-Kabila, est-ce que ça, c'est quelque chose d'envisageable? Je crois que j'ai été clair par rapport à cette question. Aujourd'hui, si le président de la République veut répondre aux aspirations du peuple, si le peuple a été massivement voté, même si les élections ont été ce qu'elles ont été, mais le peuple a fait son devoir. L'engouement montre très bien que le peuple veut une alternance, le peuple veut un changement, le peuple veut finalement que la justice les droits soient dits. Et je crois que le président a ses prérogatives pour pouvoir permettre à ce que finalement le droit soit dit en République démocratique. Sinon, vous dites quoi? Sinon, vous dites que ce serait trahir le peuple? Vous dites absolument. Si ce n'est pas fait, ça veut dire ça serait une coalition avec en fait un système d'oppression et de prédation qui a duré 20 ans. Et aujourd'hui, ce que nous attendons, nous savons très bien qu'il n'a pas été complice pendant ces 20 ans. Il a le main propre par rapport à ce qui s'est passé pendant 20 ans. Donc, je trouve que c'est une opportunité pour lui de se rallier au peuple, à cette souffrance et pouvoir dire tout simplement, il faut que la vérité soit dite pour permettre à ce qu'il y ait une réconciliation
qui est le pardon, qui est la paix, qu'on puisse en fait pouvoir se projeter dans le futur. On ne pourra jamais se projeter dans le futur avec un fardeau si lourd de notre passé, où en fait il y a des familles qui ont disparu, où les enfants ont vu des atrocités, où ils ont vu leurs parents violés en leur présence. Je pense que nous avons la responsabilité de pouvoir dire la vérité par rapport à ça, faire une réconciliation pour reconstruire le tissu social de notre pays. Et il faut avoir un président courageux qui ne peut pas faire une coalition avec des gens qui ont fait souffrir la population pendant 20 ans, qu'ils prennent le courage de faire une cohabitation où il va exercer ses prérogatives de chef de l'État, lui conférées par la Constitution. Et je crois que ça sera la meilleure réponse que nous attendons aujourd'hui. Oui, vous avez dit dans votre discours à Oslo, je viens d'un des pays les plus riches du monde, qui construit vos téléphones portables, qui permet votre richesse. Et je viens d'un pays dont le peuple est l'un des plus pauvres du monde. Est-ce que ça peut changer ? Absolument. Je pense que la République démocratique du Congo, c'est pas parce que c'est mon pays, mais c'est un pays merveilleux, où vous avez des hommes et des femmes qui ont une capacité énorme de pouvoir transformer les choses. Les ressources naturelles, nous sommes gâtés, que ce soit les eaux, les minéraux, la forêt. Je crois que tout ce que nous avons besoin, c'est d'avoir un leadership fort qui a une vision capable donc de montrer l'orientation au peuple. Je crois que tout peut se faire très très rapidement puisque tout est en place, mais il faut avoir un leadership qui peut montrer la direction. Oui, vous avez tout vu, docteur Mukwege. Le pire, c'est-à-dire votre hôpital pillé, des assassinats, des femmes et des enfants dont on tire dans les parties génitales, que l'on retrouve morts ou violés à l'âge de 18 mois. Vous avez vu le pire et vous avez vu peut-être le meilleur avec ce prix Nobel de la paix. Vous dites au fond, il y a une forme d'histoire qui aujourd'hui rend une certaine justice. Vous dites ce prix Nobel de la paix est une très mauvaise nouvelle pour tous ceux qui voulaient continuer l'ordre ancien. Je pense que ce prix Nobel, comme je l'avais dit, c'est une reconnaissance. Nous vivons dans une situation de déni total. Lorsque vous savez combien de fois, en fait, j'ai été menacé, j'ai perdu des amis, j'ai perdu même mes collègues qui ont été tués, tout simplement puisqu'ils ont osé dire la vérité. Aujourd'hui, quand je pense, par exemple, aux gens comme donc Luc Nkulula, Rossi Mukendi, Thérèse Kapalanga, je crois que ces gens qui ont été tués, puisque tout simplement, ils ont osé dire la vérité, ils ont osé demander à ce que leurs droits soient respectés, et il n'y a pas que cela. Donc nous avons mais il y a beaucoup qui ont été tués pour avoir réclamé tout simplement leurs droits, puisque nous vivons dans un système de déni total. Et je pense qu'avec ce prix Nobel de la paix, j'ai senti qu'il y avait une reconnaissance de toute cette souffrance. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais dédié ces prix à toutes les victimes de violences sexuelles, au peuple congolais, parce que je pense que le peuple congolais, il y a une reconnaissance internationale à travers ces prix de toute sa souffrance. Et je pense que le peuple congolais devrait s'approprier de ces prix pour pouvoir se projeter dans le futur. Oui, ça veut dire que ce prix, c'est une arme. C'est une arme positive, c'est une arme de paix. C'est une arme, absolument, c'est une arme d'épée. Et je crois qu'aujourd'hui, je fais un appel solennel à tout le peuple congolais de ne pas, en fait, se concentrer seulement à la souffrance que nous avons connue, mais savoir transformer cette souffrance en une force qui nous permet de reconstruire un pays où va régner la justice et la paix. Merci beaucoup, docteur Denis Mukwege. C'est un moment exceptionnel que nous venons de passer ensemble. Je signale ce livre, s'appelle « Réparer les femmes », écrit votre confrère et ami Guy Bernard Cadière, le professeur belge. Et puis cette bande dessinée de Simon Evanam, le récit glaçant de la réalité au cœur du Congo, dans lequel vous apparaissez. D'ailleurs, on va voir quelques images. Vous êtes même l'objet d'une bande dessinée, docteur. Regardez, on vous voit là à l'écran. Je crois que Jean Vanam, il a très bien illustré ce qui se passe en République démocratique du Congo, et je remercie aussi bien
Jean Van Am que Guy Bernard Cadière pour leurs efforts d'amener à la connaissance du monde de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je sais qu'il y aurait beaucoup qui essayeraient de cacher la réalité, mais aujourd'hui, comme je l'avais dit, personne ne dira que je ne savais pas. Il y a eu le film de Thierry Michel, il y a la bande dessinée, il y a des écrits, et je crois qu'aujourd'hui, c'est que nous appelons pas à la dénonciation, nous appelons à l'action. Et il y a vous qui ne vous tairez jamais. Ben, vous l'avez toujours dit. Même quand vous étiez menacé de mort, vous dites, je ne me tairai jamais. Non, je pense que ça serait une lâcheté. Lorsque je vois les milliers d'enfants, des femmes, de jeunes qui sont tués, c'est taire, en fait, c'est trahir le sang de ces martyrs. Merci beaucoup, Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, d'avoir été aujourd'hui donc notre invité exceptionnel sur TV5 Monde. Merci. Je vous remercie, monsieur.